Trust TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trust TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trust TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Transnews et sur notre chaîne YouTube Trust TV. Trust TV, la télévision d'une génération innovante. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui à Trans TV International. Comme vous le savez, très souvent nous traitons à Trans TV International des sujets très importants, des sujets d'une portée, et on peut dire polyvalente. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du rôle de la diaspora haïtienne dans le développement économique d'Haïti. Nous allons parler surtout du processus. C'est la raison pour laquelle nous avons invité M. Jean-Yves Joseph. M. Jean-Yves Joseph, c'est un homme très compétent, un Haïtien, un Gressierois. Dans son domaine, il a beaucoup plus de compétences de vous parler de ce sujet. M. Jean-Yves, comment allez-vous? Très bien, Potin. Merci pour l'invitation. Je suis Jean-Yves Joseph. Et je suis né à Gressier, je suis un jeune entrepreneur haïtien. Je profite au passage pour saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ok, bon. Monsieur Jean-Yves Joseph, vous êtes venu ici étant qu'entrepreneur. Je pense que vous avez une très grande importance, surtout dans la vie économique haïtienne. Bon, Monsieur Jean-Yves, et la diaspora haïtienne a vraiment un rôle impactant dans le processus du développement économique d'Haïti. Pour vous dire sincèrement, la diaspora haïtienne a un rôle prépondérant dans le processus du développement économique en Haïti. Mais contrairement à ce que certains pensent, ce rôle que nous avons dans ce processus n'est pas automatique, ce n'est pas une obligation en fait, dans le vrai sens du terme. Parce que quand on va faire du développement économique, donc, il s'agit d'un choix financier. Mais dans l'esprit de nos compatriotes, et quand je les entends critiquer la diaspora haïtienne, en fait l'inertie, je dirais, de la diaspora haïtienne, et si vous permettez, je dirais même pas l'inertie, on est plutôt réticent en fait. Quand ils critiquent la réticence de la diaspora haïtienne dans ce processus, c'est comme si c'était une obligation pour nous de s'impliquer activement dans le processus économique du développement en Haïti. Ce n'est pas forcément le cas. Okay. Mais comment vous expliquez tout ça? Parce que si je comprends bien, la diaspora haïtienne, quand on voit à tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle aura à faire, en ce qui concerne de l'argent, surtout de la devise que cette diaspora envoie en Haïti, soit à sa famille, à ses amis, etc. Parfois même, cette diaspora investit aussi. Oui, oui, investit, oui. Comment vous expliquez, c'est que les gens, ils attendent quoi exactement de cette diaspora? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diaspora haïtienne a un rôle dans le processus de développement en Haïti. Mais ce rôle n'est pas obligatoire. C'est le pouvoir public qui est censé obliger à développer le pays. Nous, on peut contribuer, on peut apporter notre apport pour pouvoir développer le pays économiquement, mais ce n'est pas une obligation. Parce que la Banque centrale est là, les pouvoirs publics sont là, et ce sont eux qui ont le rôle, pour ne pas dire l'obligation, de développer économiquement le pays. Mais la diaspora, c'est vrai qu'on a un apport
considérable qu'on apporte dans le développement de ce pays. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein. J'ai des chiffres, je vais vous dire que en termes de devises, ce que nous apportons dans l'économie, ce que nous injectons dans l'économie de ce pays, on va en parler tout à l'heure. Mais ce n'est pas une obligation parce que la diaspora ne peut pas se substituer au pouvoir public pour développer le pays. C'est parce que souvent ils le disent, la diaspora ne vaut rien. Moi, je les entends parler sur WhatsApp, sur les forums sociaux, notamment un forum WhatsApp qui s'appelle Haïti, c'est Haïti. J'ai un ami qui s'appelle Dr Kodjo, que je salue au passage. Lui, il le dit souvent. Il ne voit pas qu'est-ce que la diaspora haïtienne pèse dans la balance sur le plan économique. Est-il vraiment imbu de ce qu'il a dit ou bien il est de mauvaise foi? Non. Dr Kodjo n'a pas compris que la diaspora haïtienne, on est haïtien à part entière, on est une vague migratoire qui n'habite pas le territoire haïtien, mais on habite un territoire étranger. OK? Maintenant, en termes de solidarité, bien évidemment, on va dire, une redevance envers notre patrie. Donc, si on investit en Haïti, ce n'est pas par obligation. Et je vais aller encore plus loin pour définir le terme investissement. Okay. Hein, je vais vous dire, c'est quoi un investissement? Un investissement, c'est un choix financier. Je suis haïtien, la loi haïtienne ne m'oblige pas à aller investir en Haïti. J'ai placé mon argent à la banque en France, je peux décider à n'importe quel moment de la durée de demander à mon banquier de transférer mes fonds à n'importe quel pays dans le monde. OK? En tant qu'entrepreneur, un justiciable, dans la mesure où je respecte les normes jurisprudentielles dans le pays où je vais investir mon argent, aucun pays ne peut m'interdire d'investir mon argent. Aussi bien qu'en Haïti. Je choisis Haïti, mais pas un autre pays, parce que c'est juste un signe, un geste de solidarité vis-à-vis de mon pays, ouais, parce que c'est mon pays natal. Tu veux faire un investissement patriotique. Oui, voilà, c'est un investissement patriotique, oui. D'accord. Bon, si je comprends bien au niveau de l'investissement aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, les infrastructures, c'est à l'État de les développer. De les développer. Oui. Mais vous, quand vous allez rentrer dans un système, cela veut dire que quand vous investissez et vous investissez votre argent, vous donnez du travail aux gens et l'État aussi va avoir certaines cotisations. Mais votre argent, ce n'est pas un bien immeuble. Votre argent, vous pouvez l'investir n'importe où à partir du moment que vous... Je respecte les normes, les lois en vigueur. Voilà. Mais si vous investissez, c'est pour avoir des dividendes. Bien évidemment, oui. OK. Yeah. Bon, maintenant, on va essayer de recentrer les choses. C'est-à-dire que ce processus, et pour que cette diaspora puisse s'intégrer, investir, encore, si on parle de l'investissement, quand on investit, cela veut dire que quelqu'un n'est pas un investisseur, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Quand vous allez investir votre argent, vous n'allez pas investir pour perdre votre argent. Oui. Mais c'est dans le but quand même pour pouvoir faire fructifier votre argent. Mais dans l'état actuel d'Haïti, est-ce vraiment un climat propice pour un bon investisseur sensé? Je vais répondre en quelques mots. Quand on va investir son argent, peu importe dans le pays, il y a certains paramètres qu'il faut prendre en compte. Okay. Le premier paramètre, il faut d'abord identifier les besoins. Une fois qu'on aura identifié les besoins, on va prendre en compte maintenant les enjeux, les risques, parce qu'on est dans la macroéconomie. Hein, on va prendre en compte également les enjeux, les risques. Une fois qu'on aura pris en compte les enjeux et les risques, maintenant, on va prendre en compte la pérennité. Parce que si je dois investir dans un pays, mais il faut tenir compte de la pérennité. Qui va pérenniser mon investissement? Il ne faut pas simplement s'affoler sur
l'investissement, sur les retombées économiques, les dividendes, comme vous venez de l'évoquer, il ne faut pas simplement s'affoler sur ça. Il faut tenir compte aussi donc, des conditions de la conjoncture dans laquelle on va investir. Est-ce que l'État de ce pays où je vais investir mon argent a créé des conditions de sécurité qui vont répondre à cet investissement? S'il n'y a pas ces conditions, si ces conditions ne sont pas réunies, mais je me demande pourquoi moi investir une somme d'argent importante dans ce pays. Je peux toujours développer la micro-entreprise. Mais investir une grosse somme d'argent dans ce pays, c'est vrai que j'aime Haïti. Mais le fait que les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre macroéconomique qui est flagrant, qui est palpable, on ne peut pas investir beaucoup d'argent dans ce pays malheureusement. D'accord. Bon, on va prendre par exemple le cas de la France. La France, j'ai entendu dire souvent, le premier investisseur en France, c'est l'artisanat. Oui. Cela veut dire que c'est à l'État de mettre une structure, un acheminement, un processus en place. Oui. Si vous allez investir, vous avez un projet, mais il faut trouver des éléments formés, des individus formés dans le cadre où vous allez développer votre entreprise pour pouvoir trouver pour faire développer. Cela veut dire que la ressource humaine. Oui, les ressources humaines, oui, ça je suis d'accord. Ok, mais est-ce que l'État haïtien lui-même a besoin vraiment des investisseurs? L'État haïtien, je ne peux pas dire que l'État n'a pas besoin d'investisseurs. C'est que l'État n'a pas les compétences nécessaires pour traiter, pour gérer, pour inciter des investisseurs à aller placer leurs capitaux en Haïti pour développer le pays. C'est que l'État n'a pas la compétence nécessaire. Je prends un exemple simple. La Banque centrale investit, et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 1990. Je crois qu'à l'époque, c'était Delatour qui était à la Banque centrale. Depuis 1990, ils ont choisi expressément d'investir dans la consommation de l'importation. Au lieu de créer, quoi. Au lieu d'investir plutôt dans la croissance. Ils ont choisi expressément d'investir dans la consommation de l'importation. Okay. Ça veut dire que c'est un choix financier que la Banque centrale et l'État ont fait. Comme ce sont eux qui ont fait ce choix, ils sont en train de payer les conséquences de ce choix qu'ils ont fait. Ok. Moi, je comprends, oui, mais s'ils ont fait un choix, peut-être, ce choix n'arrange pas le pays, ou du moins ça, la masse populaire, mais il y a un groupe, peut-être, ce choix les arrange. Que pensez-vous? De quel groupe vous voulez parler? Quel groupe? Cela veut dire que si l'État a fait le choix d'importation, quand on importe le produit, il y a un groupe de personnes, ou bien une personne qui fait rentrer des produits les avec importateurs. des coûts douaniers moins chers, pendant ce temps que le producteur local, son produit, il ne peut pas vendre. Très bien, ce sont les importateurs qui en profitent. Oui. Mais au détriment de quoi? De quel système? Du système financier haïtien. Parce que quand vous achetez des biens à l'étranger, de la marchandise à l'étranger, vous vendez cette marchandise en Haïti, vous ne créez pas la valeur ajoutée. Vous ne créez pas de richesse. Vous achetez à l'étranger, vous revendez en Haïti, vous ne créez pas du tout de valeur ajoutée. Vous savez ce que vous faites? Non seulement vous ne créez pas de la richesse, parce que c'est juste que vous achetez, vous revendez pour gagner, donc voilà, pour un bénéfice. Okay? Vous avez votre bénéfice. Mais ce que vous faites, c'est que vous tuez l'économie, vous tuez des initiatives, parce que c'est l'argent que vous avez
déjà en Haïti, vous allez acheter des devises avec cet argent et avec les devises, vous allez acheter à l'étranger. Arrivé sur place en Haïti, vous faites quoi? Vous n'avez pas créé de richesse. Tant que l'État haïtien n'arrive pas à créer des richesses, on aura toujours un PIB aussi exorbitant, il y aura toujours un déficit budgétaire aussi écrasant, aussi écrabouillant. Ok. Bon, tout ça, comme vous l'avez dit, c'est un choix politique. Oui. Parce que ce choix politique, bon. Un choix financier, oui. Un choix financier, oui. Ok. Et par exemple, prenons un producteur de riz haïtien. Quand il produit, il y a un coût de production. Il produit son riz. Prenons le cas, lui, il vend une marmite de riz à 5 $, par exemple. Oui. Maintenant, il y a un importateur qui fait rentrer du riz en Haïti, il vend son riz à 4 $. Qu'est-ce qu'on fait? On tue le producteur haïtien. Oui. Mais c'est un choix. C'est une politique. Justement, c'est le devoir de la Banque centrale et des pouvoirs publics de réguler le marché. C'est à eux de favoriser la croissance économique. Celui qui va produire du riz, lui, il crée de la valeur ajoutée. Il crée des richesses dans le pays. Donc ce sont ces gens-là que l'État devrait accompagner. Ce sont ces gens-là que la Banque centrale, j'ai entendu récemment le gouverneur de la Banque centrale, en l'occurrence Jean Baden-Dubois, qui parlait justement de la croissance économique. Mais c'est à eux maintenant d'encourager ceux qui veulent créer de la richesse dans le pays. Au lieu de continuer à injecter des millions de gouttes dans l'importation, donc c'est à eux maintenant de mettre en place des politiques monétaires susceptibles d'attirer les agriculteurs, d'attirer ceux qui veulent créer des richesses, ceux qui veulent créer la valeur ajoutée dans le pays. Ok, mais moi je comprends une chose aussi, c'est qu'on va essayer de comprendre, on va recentrer les choses. On va retourner quand même, on peut dire, au centre du sujet. Oui. On va, et par exemple dans l'école haïtienne, le professeur par exemple, il y a l'élève qui ne travaille pas bien. Mais qu'est-ce que le professeur lui a dit? Eh bien, je vois que vous allez travailler la terre. C'est au jardin que vous allez. Parce que depuis, dans leur tête, c'est que l'agriculteur, le producteur haïtien, c'est quelqu'un qui est de très bas niveau. D'après eux. Pourtant, dans tout pays développé, tout grand pays, la base d'un pays est basée sur l'agriculture. Mais en Haïti, on essaie quand même de rabaisser l'agriculture. Que pensez-vous? Est-ce que tout ça, est-ce que toute la population, l'Haïti dans son ensemble, l'école haïtienne ne doit pas changer de mentalité pour que nous puissions avoir un pays développé? Je dois vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que la Banque centrale est en train de faire des réformes institutionnelles. Okay. Ils sont en train de faire des réformes dans l'industrie financière. Comment vous expliquez ça? Quelles sont les réformes? Les réformes qu'ils vont faire, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont injecté trop d'argent dans l'importation. Ils ont enfin décidé maintenant de couper la vanne. Ils vont arrêter de prêter les entrepreneurs qui veulent acheter à l'étranger. Ok, maintenant, ils veulent plutôt prêter de l'argent à ceux qui veulent investir dans des projets de développement durable, notamment l'agriculture. Ça, c'est très important. Oui. C'est très important. Donc, ils sont en train de travailler et ils ont même publié une circulaire 113, si je ne me trompe pas. Ok? En fait, la circulaire porte sur ça. Ok? La loi porte sur ça. C'est de favoriser la croissance économique. Alors, je ne dis pas qu'ils vont plus prêter et ceux qui vont aller acheter à l'étranger. Ceux qui vont acheter des devises, moi, je ne dis pas ça. Mais ce que je sais, c'est une évidence. Ils encouragent des producteurs locaux. Ils vont encourager... Surtout des productions durables. Exactement. Ceux qui sont dans la production durable. D'accord. Bon, par contre, il y a une autre chose qu'on aimerait bien parler.
pour revenir à notre sujet, on va rentrer dans la politique. Tout ça, c'est de la politique. La Banque centrale, c'est de la politique. La Banque centrale dépend quand même d'un ministère. Le ministère est sous la tutelle d'un ministre. Le ministre s'attache à un gouvernement. Le gouvernement mène une politique. Mais est-ce qu'en même temps, les Haïtiens qui votent, et c'était pas le moment aussi pour que les gens sachent, pour que les gens réfléchissent, surtout de ne pas voter pour un homme, mais de voter pour une politique, un projet. Un projet de société. Est-ce que c'est pas le moment aussi dans le choix que la population va faire, tel que député, sénateur, même le président, de comprendre, parce que ce sont ces gens-là qui vont mener des politiques, soit pour développer le pays, soit pour tuer le pays. Que pensez-vous? Avant même de répondre à cette question, je vois très bien où est-ce que vous voulez venir, mais avant même de répondre à cette question, je dois d'abord préciser que le peuple haïtien n'a pas cette culture d'investissement. Le peuple haïtien n'a pas une éducation financière. C'est que l'école haïtienne n'est pas bonne. Bon, je ne dirais pas que l'école haïtienne n'est pas bonne. Je dirais plutôt que, puisqu'on n'a pas cette éducation, on a du mal à comprendre que quand on achète, par exemple, j'achète ce stylo, tu produis ce stylo, je te l'achète, je le vends à Chester. Bon, bien évidemment, je vais peut-être gagner, je ne sais pas, 2 ou 1 euro sur ce produit. Mais je n'ai pas créé de richesse. Le prix du stylo retourne là où on l'a produit. Exactement. Ok, je n'ai pas créé de richesse. Quand j'achète une voiture, on va prendre un exemple simple, voilà, avec le tap-tap haïtien qu'ils connaissent bien, c'est une sorte de camionnette. Le mec, il va aller à la banque, il va emprunter de l'argent, il va acheter, je ne sais pas, un minibus. Il va mettre ça dans le transport. Il va amortir le minibus sur 4 ou 5 ans. Quand il aura fini d'amortir le minibus, il aura payé le crédit. Là, jusqu'à présent, vous me suivez. Il aura terminé de payer le crédit. Il va vendre ce minibus. Il va gagner ce qu'on appelle en finance une plus-value. OK? Il aura gagné une plus-value puisqu'il avait amorti donc, son crédit. Ouais, c'est maintenant que le minibus ça devient rentable. Voilà, c'est là que ça devient rentable. OK? Mais il n'a toujours pas créé de richesse. Hein? Non. Voilà. Il n'a toujours pas créé de richesse. On ne produit pas de véhicules. Voilà. On a pris 2 exemples. Le stylo, le minibus. Il n'a toujours pas créé de richesse. Or, il faut qu'il comprenne qu'il aura créé de richesse quand il aura emprunté de l'argent à la banque et qu'il aura développé une industrie agricole, par exemple. Je ne sais pas moi, il va créer une pondeuse, par exemple. Un poulailler, par exemple. Des rizières. Des rizières, par exemple. Des bananiers, par exemple. Là, il aura créé de la richesse. Là, il aura créé de la valeur ajoutée. Ça, on va prendre du temps pour les faire comprendre que... Monsieur Jean-Yves Joseph, tout ça, ça s'apprend. On apprend où? Soit dans la famille ou à l'école. Il faut des émissions. Oui, il faut des émissions, mais tout ça, ce sont des émissions éducatives. Oui. Mais si à l'école, dans la structure scolaire même, et c'est bien d'apprendre à compter, c'est bien d'apprendre à lire, c'est bien d'apprendre à parler des langues, mais quand même, on devrait avoir quand même des séquences et des rubriques. Des séminaires d'orientation professionnelle. C'est important qu'il le fasse. Depuis à l'école. C'est une culture. C'est une culture, d'entreprendre. Oui. Alors, mais c'est à l'État de faire ça rentrer dans son programme. C'est l'État, normalement, qui a les grandes orientations du développement. Donc voilà, vous revenez là sur l'incompétence de l'État haïtien dans la gestion de ces genres de... Voilà, on va revenir là maintenant. On va parler le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora, c'est que quand
Et on va comprendre. C'est que je peux dire que c'est une manne financière. La diaspora. La diaspora? Oui. Ah, mes collègues appellent ça une vache à lait. D'accord, mais comment vous expliquez ça? J'aimerais bien, parce que, ah oui, c'est ça. Oui. Eh bien, ils nous appellent une vache à lait, c'est parce que l'État haïtien adopte une politique exclusive, non inclusive. D'accord. Ça se pratique comment? Vous voyez? Il applique une politique exclusive, non inclusive, c'est-à-dire que dans leur politique, ils rejettent la diaspora, mais il n'y a pas photo. Si on ne peut pas voter en étant à l'étranger, c'est qu'on n'existe pas pour l'État haïtien. C'est logique. C'est un détail si on doit voter à l'étranger. C'est un détail. Oui. Puisqu'on est représenté. Oui. On a une ambassade en France, on a un consulat en France. Donc c'était un détail. Oui. Pour qu'ils nous fassent voter. Donc s'ils n'ont toujours pas décidé que la diaspora puisse exprimer leur vote, leur choix démocratique, c'est que c'est une politique exclusive. On est bien d'accord sur ça. D'accord, c'est l'exclusion. Voilà. Okay. Maintenant, vous ne pouvez pas être en train de nous exclure dans votre politique et que parallèlement, vous attendez notre argent. Vous décidez de prendre $1,50 sur tous nos transferts sans passer par un référendum. Mais le transfert, encore, c'est pour envoyer de l'argent en Haïti. Chez eux. Le devise, surtout. Chez eux. Oui. On les envoie des devises qui sont capables de produire. Ils ne peuvent pas. On va parler tout à l'heure de cette devise-là. Ils ne peuvent pas produire les devises. C'est pour ça qu'il y a l'inflation. C'est pour ça que la vie, elle est aussi chère. Parce que maintenant, j'ai appris aussi, pour avoir $1 américain, il faut près de 130 gouttes. Ah, mais c'est logique. Vous ne produisez pas. Et la diaspora n'envoie pas de l'argent, puisqu'il y a des problèmes de corona. Vous ne produisez pas. Tout ce que vous consommez, c'est des produits importés. Okay. Puisque tout ce que vous consommez, ce sont des produits importés. Donc vous êtes tout le temps obligé d'acheter des devises. Ah ben oui. Mais c'est logique. L'inflation. C'est l'inflation. Ouais. Maintenant, qui envoie des devises en Haïti? L'État ne produit pas de devises. La Banque centrale ne produit pas de devises. La seule source qui envoie des devises en Haïti, c'est la diaspora. Vous voulez que je vous dise combien ça coûte? Oui, j'aimerais bien savoir. Combien on injecte? Que vous puissiez le dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de Trans TV International pour comprendre le rôle. Non, même pas le rôle. L'apport. Même pas l'apport, le poids. Le poids de la diaspora haïtienne dans la balance économique. On vous écoute, monsieur Joseph. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le gouverneur de la Banque centrale de la République d'Haïti qui l'a dit de sa propre bouche. Oui. La diaspora haïtienne injecte dans l'économie haïtienne un transfert formel. J'ai bien dit, hein. On parle de transfert formel. Ok. 2,4 milliards de dollars. D'accord. Transfert formel. Par an? Par an. Ok. Et c'est pas fini. Il a dit quand il rajoute les transferts informels, c'est-à-dire quand on part, on ramène de l'argent avec nous, il y a un cousin qui part, on file une enveloppe pour donner à X. Au total, ça fait 3 milliards. Ou disons 3,2 milliards. C'est plus important que FMI. Mais ça dépasse même la dette Petro-Caribé. Parce que j'ai entendu Martelly parler. Martelly, il a dit que les 4 milliards de dollars que Venezuela avait prêté à Haïti, ce ne sont pas ces 4 milliards qui ont été transférés là-bas. Martelly même, il a dit qu'il y a 2 milliards qui étaient restés à Venezuela. Donc l'État haïtien doit 2 milliards. C'est-à-dire que nous, ce que on injecte dans l'économie haïtienne est même supérieur à la dette Petro-Caribé. Ok. Bon, j'aimerais bien. Là, quand même, vous avez ouvert une brèche. Mais et si on envoie autant d'argent, soit sous la forme formelle ou informelle. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette diaspora ne peut pas faire valoir son droit? Pourquoi? Où est le problème? D'où vient le problème? Expliquez-nous. Le problème est d'ordre politique. Ok. Parce que pour vous croyez que c'est juste un problème associatif qu'on peut résoudre comme ça, en claquant les doigts comme Joséphine? Non.
c'est plus perplexe, c'est plus complexe que ça. Parce que là, il faut qu'on fasse du bruit. Ok, comment faire? Ben, il faut qu'on s'organise. C'est vrai, une fois qu'on aura terminé de s'organiser, on pourra aller faire du bruit. Mais il faut aussi des politiques qui appuient, qui supportent nos revendications. Si on